dis à un enfant, là tu laisses le reposer le verre, et au bout d'un certain temps, la pulpe qui rendait la couleur complètement opaque, petit à petit se dépose et l'eau redevient transparente. Donc c'est ça un peu le système bouddhique, c'est-à-dire qu'on laisse les souvenirs tranquilles et puis finalement on finit par... les souvenirs s'estompent. Le temps règle finalement tous les souvenirs en quelque sorte. Enfin, on n'est jamais à 100%, on peut jamais à 100% oublier les souvenirs, bien sûr. Mais le problème, c'est que quand on rappelle les souvenirs, eh ben, on creuse le sillon. Vous savez qu'un souvenir, en fait, quand on le rappelle, on le modifie. On le modifie quand on le rappelle. C'est un peu comme un livre qu'on va chercher dans une bibliothèque. On ressort le livre, on ouvre la page, on regarde, et puis on referme la page, on rentre. Mais à chaque fois, le livre qui est ressorti, on relit, le texte se modifie. C'est pour ça qu'on a des souvenirs d'enfance qui ont l'air très, très solidement ancrés dans la tête. Et en fait, en réalité, à chaque fois qu'on a ressorti nos souvenirs, on modifie le souvenir un petit peu, parce que, bon, il y a toujours une modification d'un message, quel qu'il soit, et quand on le range, on ressort, et ainsi de suite. Seulement, lorsque vous continuez à vous rappeler de ce souvenir, à chaque fois, le sillon se creuse, et c'est comme ça que le souvenir persiste. Ce qui fait que les souvenirs qu'on ne ressort plus, ils finissent par s'estomper. Par contre, les souvenirs qu'on ressort trop souvent, ils vont revenir souvent. Voilà, donc le principe de la méditation est complètement différent par rapport à la psychanalyse, à mon avis. Oui, c'est ça. Par rapport aux deux pensées, par rapport à l'attention à l'image. D'après votre exposé, pour le cerveau, il n'y a que deux états. L'un, c'est l'attention, l'autre, c'est le vagabondage mental. C'est ça? Oui. Ben, deux principaux états, parce qu'il y a d'autres réseaux, bien sûr, hein, vous avez d'autres réseaux de neurones, mais ces deux réseaux de neurones sont très importants dans notre vie parce que ça cadre notre esprit, en quelque sorte. Ça règle notre esprit. On est dans tel état ou tel état. Les deux sont un peu comme 0 et 1. C'est-à-dire que vous êtes dans un état ou dans un autre. Vous ne pouvez pas être dans les deux. Et d'ailleurs, bien que l'attention, on sait qu'on ne peut pas faire attention à deux choses à la fois. Ou plutôt, quand on fait quelque chose et qu'on fait une autre chose en même temps, l'autre chose, c'est souvent plus ou moins automatique. Mais vraiment, faire attention, on ne peut faire attention qu'une chose à la fois. Alors, on racontait que Napoléon dictait 2 lettres à la fois. En fait, il ne dictait pas 2 lettres à la fois. Il dicte une lettre, et il passe à une autre lettre, et ensuite il revient à la lettre précédente, et ainsi de suite, parce qu'il a l'esprit extrêmement rapide. Donc il se concentre sur une lettre à la fois, et il passe à une autre lettre, et on repasse à une autre lettre. Mais on ne peut pas en même temps dicter 2 fois sur la même lettre. Et d'ailleurs, vous avez vu de temps en temps les championnats d'échecs, hein, les champions d'échecs, comme Kasparov et autres, là, quand il passe comme ça et que vous avez une vingtaine de personnes qui sont en train de jouer, lui il passe d'une table à une autre, il regarde un seul coup, pouf, ça y est, il a tout saisi, il prend un truc, il fait là, et puis il passe à une autre table, il se concentre sur une autre table d'échecs, et hop, il prend là. Donc en fait, à chaque fois, il se concentre sur un objet. Mais comme il a tellement d'expérience, qu'en un clin d'œil, il a tout saisi, et il sait à peu près quel coup il fallait faire. Mais il ne peut pas faire 2 fois en même temps, se concentrer, faire attention à 2 choses en même temps. Voilà. Ma question, c'est que parfois j'ai essayé de réfléchir sur la question d'activité du cerveau. Alors,
il y a un autre stade entre l'attention et le vagabondage spirituel, mental. Il y a un stade où vous ne pensez à rien. Vous voyez, c'est parce que parfois j'essaie de me concentrer, par exemple, par la méditation, par je compte la respiration. Et puis, à un certain moment, j'ai vu que ça me fatigue. C'est pourquoi la fatigue, c'est vous baillez par exemple. Alors, je laisse tomber ma pensée, et puis je ne pense à rien. Là, je me sens mieux. C'est-à-dire, peut-être c'est du repos mental. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer là-dessus? Je pense que c'est une forme de somnolence à ce moment-là. Oui, parce que, bon, quand on enregistre les ondes au niveau du cerveau, fait l'électroencéphalogramme, il y a plusieurs types d'ondes. Alors, les ondes qui correspondent à notre état d'éveil avec attention, c'est les ondes bêta. Ensuite, les ondes alpha sont les ondes plus amples, plus lentes, donc 8 à 12 cycles par seconde, les bêta c'est au-dessus. Et donc les alphas, c'est le repos. Le repos, les yeux ouverts, mais repos. C'est alpha. Ensuite, il y a le θ. Le θ, c'est souvent qui apparaît aussi dans la méditation. C'est un état des ondes plus lentes, mais pas trop lentes, parce que quand c'est trop lent, c'est les ondes delta, qui sont seulement à 2 à 4 cycles, enfin je crois que c'est très très lent par seconde, et c'est le moment où on dort, ou bien chez le bébé, il y a des ondes delta. Et quand on fait la méditation, les ondes qui apparaissent, ce sont les alphas, repos, et aussi, dans certaines dérivations, notamment frontales, on a les ondes θ. Et ces ondes relativement lentes, c'est un peu plus que le repos, mais ce n'est pas encore l'endormissement. Alors peut-être qu'à ce moment-là, votre cerveau il y a beaucoup d'ondes delta et proche du delta, donc proche du sommeil. C'est-à-dire que vous n'êtes pas endormi, mais vous êtes dans un demi-sommeil. C'est une somnolence. Et ça arrive forcément dans la méditation, hein, si vous restez un peu plus longtemps. Oui. Oui, je voudrais aborder justement cette question. Je pense que c'est une question de détermination, d'appellation seulement. Donc, on différencie sur le terme. Mais en méditation bouddhique, on a ce qu'on appelle le bonim. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est conscient de tout, mais on n'est pas happé, on ne suit pas les pensées. Donc, effectivement, c'est ce que rechercher, c'est un terme qui n'est pas juste parce que ça implique une volonté. Là, c'est une situation où vous percevez, c'est presque la perception, ce qu'on appelle la perception directe, mais on n'utilise pas le circuit de la réflexion pour être happé par les pensées. Et justement, cet état de bien-être se trouve là. C'est-à-dire entre deux pensées, il y a un état où vous êtes en connexion directe avec vos organes de sens, mais vous ne faites pas fonctionner la pensée. Je parle en termes de méditation. Et pour dire que finalement, tout à l'heure, ce que vous avez expliqué, que chaque chose emmène au moment et puis on passe à l'autre côté, effectivement. Et là, si on s'aide avec les concepts de l'informatique, on comprend aisément
ce phénomène-là parce que dans les processeurs rapides, il y a ce qu'on appelle le multitâche. Il fait une tâche, une partie, il se repose et il passe à autre chose. Et puis on revient. Donc les processeurs puissants fonctionnent comme ça. Et il y a beaucoup de concepts en informatique qui rappellent le fonctionnement du cerveau, comme tout à l'heure la mémoire de travail. En fait, si on réfléchit bien, si on a quelques connaissances en informatique, c'est la mémoire vive. C'est la mémoire où on fonctionne sur le bureau. Et quand on stocke, c'est la mémoire de stockage, le hard disk. Et en bouddhisme, alaya, tout ça, donc le 8e sens, on stocke les infos. Donc c'est le disque dur. Par contre, quand on fonctionne, c'est uniquement sur la mémoire vive. Et donc la mémoire de travail. Et puis je voudrais compléter aussi, parce que je fais un peu du coq à l'âne. J'avais la notion que dans le vagabondage, si on rentre dans les détails, il y a plusieurs sortes de vagabondage, au moins 2. Il y a un vagabondage où l'enfant doué termine son exercice rapidement, et puis à ce moment-là, il n'a rien à faire. Alors, il vagabonde, mais avec une certaine volonté, c'est lui qui dirige. Quand, deuxième situation, où il y a un autre vagabondage, où on est devant un problème insoluble, ou qui nous prend la tête, et à ce moment-là, des fois, on ne peut plus, à un moment donné, on est comme burn-out, on déconnecte pour en quelque sorte sauvegarder le cerveau, ou on est obligé de sortir. Et il y a un vagabondage où on contrôle plus ou moins, et il y a un vagabondage de sauvegarde où on a assez, on déconnecte. C'est juste pour déconnecter de quelque chose de désagréable. Et aussi c'est un vagabondage, mais dont on voit bien les finalités sont différentes. Donc et on dit que un vagabondage heureux, entre guillemets, où on est maître de soi, stimule la créativité, le bien-être, tout ça. Et l'autre, c'est plus pour diminuer le stress. Donc le deuxième, c'est plus un vagabondage nécessaire en quelque sorte pour se déconnecter, pour que le cerveau ne se choque plus. Enfin, j'avais cette notion. Alors, je voudrais parler de Vaunier. Tout à l'heure, Luc a parlé de Vaunier. Il y a une contradiction dans le terme Chánh Niệm et Vô-Niệm. Vô-Niệm, ça veut dire Wu Nien. Wu Nien, c'est-à-dire non-pensée. Et Chánh Niệm, ça veut dire juste attention, c'est le même Nien. Mais ce n'est pas la même signification. Le problème, quand le bouddhisme a été importé en Chine, il a fallu trouver des termes pour traduire du sanskrit en chinois. Et on a emprunté des termes du taoïsme, par exemple le Tao, la voie, et Kong, c'est-à-dire la vacuité. Tout ça, ce sont des concepts chinois du taoïsme, et on a utilisé ces termes pour traduire le sanskrit. Et il s'est avéré que le terme Nien a été utilisé à la fois pour traduire l'attention et pour traduire pensée. C'est pour ça qu'on dit que Wu Nien, c'est non-pensée. Et d'ailleurs, Suzuki, Daisetsu Suzuki, qui est un grand auteur bouddhique, chercheur en bouddhisme et érudit bouddhiste, a écrit un livre qui s'appelle le Zen et le non-mental, ou le non-mental dans le Zen. Et le non-mental, c'est Wu Nien. Wu Nien veut dire Vô-Niệm, non-mental, non-pensée. Mais ce Niem-là, c'est pas attention. Parce que juste attention, c'est pas sans attention. Parce que Vô-Niệm, si on utilise le Niem dans le sens attention, ce serait
au lieu de dire samasati, c'est asati, c'est-à-dire sans. Et dans le bouddhisme originel, c'est très logique. La logique indienne est implacable. Il y a eu des très grands logiciens, très grands logiciens philosophes indiens, dont Nagarjuna, qui a été classé par Karl Jasper parmi les grands philosophes, au même titre que Héraclite, Spinoza, etc. Et donc la pensée indienne est extrêmement logique, claire. Alors peut-être que ça tient aussi à l'alphabet indien, parce que vous savez que les langues indiennes, indo-européennes, indo-ariennes ont la même origine. On a beaucoup de points communs entre les langues d'Europe occidentale ou orientale avec l'Inde. Par exemple, on retrouve tri en sanskrit. Tri, ça veut dire trois, ou bien pancha, panta. Donc, par contre, les Chinois ont une autre écriture complètement différente. Ce sont des écritures monosyllabiques, enfin, juste des écritures représentatives où chaque terme a un sens. Donc, sin, ça veut dire cœur, ça veut dire mental, et on est donc obligé d'avoir des mots doubles pour désigner quelque chose de plus précis. Et les termes sont un peu vagues, du coup,